Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que je peux commencer le cours? S'il vous plaît, est-ce que Oui, quelqu'un peut me madame. répondre? Oui, très bien. Alors, donc aujourd'hui, notre thème, c'est l'hérédité non mendélienne, ou bien on l'appelle ça non conventionnelle. Et on va continuer la génétique humaine, mais on va commencer un nouveau chapitre, c'est la cytogénétique. Alors, donc comme vous avez déjà compris, euh, la séance passée, on a terminé la génétique humaine et on a parlé des maladies monofactorielles, c'est-à-dire les maladies qui sont dues à un seul facteur, et ce facteur, c'est une mutation au niveau d'un gène. Voilà, donc parmi lesquels on peut donc, citer par exemple les substitutions, les délétions, les insertions, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, avant de parler d'autres types de l'hérédité, d'autres types de maladies génétiques qui sont appelées les maladies multifactorielles, je veux juste introduire quelques termes. Ça, c'est plutôt pour la culture générale. Voilà, donc parce que ça, c'est très peu, on connaît très peu sur ça et c'est juste les quelques voilà, définitions, on peut dire comme ça. Alors, d'abord, l'hérédité mitochondriale, on a déjà parlé de ça, et vous savez très bien que tout ce qui concerne de l'hérédité mitochondriale, tout ce qui concerne la transmission des gènes portés par l'ADN mitochondrial, ici, la transmission est exclusivement maternelle. C'est-à-dire, s'il y a une mutation au niveau de cet ADN, chez la mère, cette mutation va transmettre à tous les enfants. Si cette mutation existe chez le père, aucun enfant ne va pas hériter cette mutation. Voilà, donc ça, j'ai déjà expliqué, je ne veux pas revenir à ça. Maintenant, un autre thème, ça c'est, on appelle ça dysonie, qui sont vraiment très rares. D'ailleurs, pour déterminer ça, c'est pas facile. Leurs effets sont très mal connus. Juste, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien que dans chaque cellule somatique, nous avons un nombre diploïde de chromosomes ou bien deux jeux chromosomiques. Un jeu provient de la mère et le deuxième jeu provient du père. Pour cela, les deux chromosomes homologues dans cette paire, dans ce couple de chromosomes homologues, il y a un qui est d'origine maternelle, il y a l'autre qui est d'origine paternelle. Mais il peut arriver que lors de la formation des gamètes, il se produit une anomalie telle que la non-disjonction et les deux chromosomes se trouvent sur la même cellule, dans la même cellule fille. Dans ce cas-là, on appelle ça dysonie maternelle ou bien paternelle, c'est-à-dire cet individu a hérité deux chromosomes homologues qui ont la même origine. Voilà, donc petit exemple, un individu qui souffre de mucoviscidose, vous savez qu'il s'agit d'une maladie récessive, autosomique récessif. Donc, normalement, pour que cette maladie puisse être transmise aux enfants, il faut que les deux parents soient porteurs. Ça, vous savez. Donc, ça, c'est 25% de risque, c'est ça. Mais en effet, on sait, par exemple, dans ce cas-là, un parent était le porteur de cette mutation, l'autre non. Mais l'enfant est atteint. Donc, c'est exactement le cas de cette dysonie. Dans ce cas-là, je ne sais pas qui est paternelle, maternelle, peu importe. C'est-à-dire ces euh, qui, deux chromosomes qui possèdent cet allèle muté ont été arrêtés du même parent. Voilà. Encore un terme, normalement on a déjà parlé un peu de ça, mais ici, donc si ça, c'est à peu près, on peut passer par le sexe. Je vous ai déjà parlé de ça. Juste pour dire que il existe les cas lorsque la fonction d'un gène peut varier selon qui est d'origine maternelle ou paternelle, c'est-à-dire qui a transmis
ce gène muté, parce qu'ici, il s'agit des maladies, si je parlais voilà, des maladies, mais en effet, ce n'est pas uniquement ce fait, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent jouer aussi ce rôle et qui peuvent influencer le phénotype. Voilà, je vous donne ici deux exemples. Par exemple, délétion sur le chromosome 15. Aujourd'hui, on va parler des différentes, on va commencer à parler de l'activité génétique humaine et des différentes anomalies de structure chromosomique. Donc, juste pour vous dire qu'il peut arriver que petit fragment du chromosome a été perdu. Voilà. Donc, on appelle ça délétion. Donc, une délétion d'origine paternelle va donner un syndrome de Prader-Willi. Donc, je ne sais pas c'est quoi, c'est juste pour vous dire que si cette délétion a l'origine maternelle, cette anomalie va donner tout à fait un autre syndrome qui est appelé Angelman. Voilà, juste pour vous dire que l'origine d'un gène influe le phénotype. Voilà. Et ainsi, dans certaines maladies, le sexe du parent atteint peut influencer le degré de sévérité chez la personne à qui le gène mutant est transmis. Bon, par exemple, il existe une maladie monogénique d'ailleurs, autosomique récessive, dystrophie myotonique, qui est, c'est-à-dire l'individu atteint plus sévèrement, très souvent à partir de très bas âge, c'est-à-dire c'est une atteinte congénitale, si la mère atteinte qui transmet la maladie. Voilà. Et si c'est le père, donc sévérité n'est pas tellement important, moins important, on peut dire comme ça. Maintenant, par rapport à la maladie de Huntington, si vous vous rappelez, on a parlé de cette maladie qui est transmise de mode autosomique dominant, mais qui est due une expansion de triplet. Voilà. Donc ici, la maladie sera plus sévère et le phénotype apparaît plus précoce si c'est le père qui transmet. C'est-à-dire, il y a empreinte génétique. Si le père transmet, c'est plus sévère et plus précoce. Si la mère, c'est moins sévère et moins précoce. Voilà, donc ça, c'est juste l'information, ça ne fait pas partie de l'examen, mais c'est juste pour la culture générale. Et maintenant, on va parler de l'hérédité multifactorielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'hérédité multifactorielle? Donc ici, comme vous avez compris, plusieurs facteurs sont nécessaires pour que la maladie apparaisse. Ici, vous pouvez voir cette phrase, maladie multifactorielle est un cauchemar pour le généticien. Et ça, c'est vrai, parce qu'on connaît très peu sur ces maladies. C'est très difficile d'étudier, d'analyser, etc. Et même savoir quels sont les vrais facteurs de ces maladies. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type de maladie? Donc, premièrement, parmi ces c'est-à-dire plusieurs facteurs, on doit citer en premier plan, bien sûr, le facteur génétique, mais ce n'est pas seulement ça, il y a le facteur environnemental qui est impliqué. Voilà, donc c'est-à-dire dans quelles conditions l'individu vit, quel est l'environnement de cet individu, etc. Donc après, vous allez comprendre. Alors, donc, on appelle ça aussi l'hérédité complexe. Voilà, parce que comme je viens de dire, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Alors, donc ici, pour commencer, comme vous avez compris, c'est juste pour comparer avec une maladie monogénique, lorsque une mutation dans un gène cause une maladie. Par exemple, ça peut être le gène A, ou bien ça peut être le gène B, ou bien le gène C. Une seule mutation suffit pour que le phénotype atteint apparaisse. Tout ce qui concerne maladie multifactorielle, on peut avoir plusieurs gènes qui interviennent dans un phénotype malade, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, chaque gène n'est pas suffisant, un seul gène n'est pas suffisant. Et en plus, il faut obligatoirement l'influence de l'environnement. C'est ça qu'on appelle maladie multifactorielle. Donc, plusieurs gènes qui peuvent intervenir, plus environnement. Donc, tous ces facteurs peuvent jouer le rôle dans l'apparition d'un phénotype atteint. Alors, comme je viens de dire, chaque gène a un effet très limité, c'est-à-dire à lui seul, il ne peut pas causer, ou bien la mutation dans ce gène ne peut pas causer la maladie.
Donc, on a besoin certaines combinaisons de ces gènes, parmi lesquels il y a le gène qui est appelé le gène de susceptibilité. Voilà, donc ici, encore, j'ai souligné que chaque mutation confère un risque relatif faible qui s'ajoute à celui des autres. Elle n'est ni indispensable ni suffisante pour entraîner la maladie. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant pour que le gène A soit muté et pour que cette mutation cause le phénotype ATA. Donc, la seule mutation dans un seul gène n'est pas suffisante. Voilà, donc ce gène a une limite, voilà, par rapport à son phénotype. Alors, les alléles impliqués ne sont pas délétères, voilà, c'est-à-dire ces mutations ne sont pas délétères, mais ces gènes impliqués confèrent seulement une susceptibilité accrue à la maladie. C'est-à-dire, il y a une prédisposition de développer la maladie et c'est pas uniquement, c'est-à-dire, c'est pas uniquement un gène quelconque, il faut une combinaison allélique, il faut plusieurs gènes qui peuvent être dans celle ou celle combinaison et en plus, il faut des facteurs environnementaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la susceptibilité? Comment on comprend cette susceptibilité? Donc, la susceptibilité à la maladie est sous la dépendance de nombreux gènes. C'est ça qu'on appelle hérédité polygénique, dont l'effet individuel est petit. Aucun de ces gènes impliqués n'est obligatoire. En plus, voilà, donc ce n'est pas uniquement polygénique, et on a dit poly ou bien multifactoriel, parce qu'il y a des facteurs de milieu qui doivent intervenir. Voilà, donc plusieurs gènes, de nombreux gènes, plus facteurs de milieu ou bien l'environnement. Un gène ou bien un allèle de susceptibilité est un gène qui, combiné à l'action d'autres facteurs génétiques environnementaux, qu'est-ce qu'il peut faire ce gène? Peut être responsable d'une maladie, mais encore une fois, je dis pas tout seul, hein, à lui seul, il ne cause pas l'affection. Toutefois, sa présence augmente le risque pour l'individu de développer la maladie. C'est-à-dire, il y a une prédisposition à telle ou telle maladie. Voilà, prédisposition génétique. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les maladies multifactorielles? En effet, concernant ces maladies, il existe une tendance familiale à développer la maladie. Pourquoi? Parce que, bien sûr, d'un côté, il y a un composant génétique, parce que la famille, quand même, ils partagent les mêmes gènes, ils héritent les mêmes gènes. Donc, il y a toujours ces gènes de susceptibilité, ces gènes de prédisposition qui peuvent être en commun dans une famille. Et deuxièmement, car il s'agit de l'environnement, la famille peut avoir un milieu commun. Voilà, donc l'hérédité socioculturelle, on appelle ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La forme du mode de vie, par exemple, l'activité physique ou bien sédentaire, ça dépend des coutumes, des habitudes dans la famille. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce que tout le monde fait du sport? Est-ce que les parents, ils ont, comment dire, imposé cette nécessité ou bien cet amour à l'activité physique? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes, par exemple, pour manger ou bien des bonnes habitudes? Est-ce qu'il y a le stress, etc. Type alimentation, comportement vis-à-vis de la nourriture? C'est ça. Donc, dans la famille, il y a toujours beaucoup de choses en commun. Un composant génétique et un milieu environnemental. Voilà. Donc, ici, je vous propose un petit schéma, je ne sais pas comment dire, image plutôt, qui va vous aider à comprendre. Donc, normalement, comme vous avez déjà compris, tout ce qui concerne les maladies génétiques, monogénétiques, qui sont 100% génétiques, et lorsque l'environnement ne joue pas le rôle ici. D'accord? Donc, ici, il n'y a qu'un seul composant, ça c'est le composant génétique qui est majeur et qui joue son rôle. D'accord? Donc, il y a l'environnement n'a aucun rôle et pour cela, on dit 100% génétique et 0 environnement. Par contre, il y a d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec un composant génétique. Par exemple, il s'agit de certaines maladies virales ou bien bactériales ou bien la fracture, par exemple, d'une jambe
Voilà, c'est ça. Ou bien les maladies qui sont dues à l'environnement, la famille qui, par exemple, ou bien une personne qui travaille dans les conditions où il y a des agents toxiques, des mutagènes, etc. D'accord? Donc, pas mutagènes, bon, milieu toxique, par exemple, une mine. Voilà, donc ici, c'est pas la génétique, c'est juste le fait que l'individu, chaque fois, respire par l'air qui est assez toxique. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 100% de l'environnement qui joue le rôle dans l'apparition de cette maladie et 0% génétique. Par contre, il y a toujours le milieu où il y a le composant génétique qui joue un rôle et l'environnement qui joue un rôle. Voilà, en effet, où se trouve, c'est-à-dire dans cette fourche d'ici jusqu'ici, se trouvent toutes ces maladies multifactorielles. Donc, parmi ces maladies multifactorielles, on peut citer, après je vais encore répéter, donc les affections courantes telles que cancer, diabète, maladie coronarienne, c'est-à-dire la haute tension par exemple, etc. Voilà, l'hypertension artérielle, obésité, schizophrénie, certaines maladies mentales, etc. Voilà. Donc, encore un petit exemple sur l'obésité. Donc, en effet, on considère l'obésité comme une maladie multifactorielle. Mais en effet, il existe certains types d'obésité lorsque uniquement le composant génétique qui joue le rôle majeur ici. D'accord? Voilà. Donc, ici. Donc, il existe les types d'obésité qui sont des maladies monogéniques et voilà, qui sont dues à des mutations au niveau des gènes qui codent, par exemple, pour la leptine, pour le récepteur de la leptine, pour la propionmélanocortine, protéine convertase, une enzyme. Donc, il s'agit des maladies autosomiques récessives ou bien d'autres comme récepteur 4 au mélanocortine. Voilà. Dans ce cas-là, on ne parle que d'un composant génétique et on parle d'une maladie monofactorielle. Par contre, il existe le type d'obésité qui est dû à 100% à l'environnement, c'est-à-dire mode de comportement nutritionnel et l'attitude par rapport à la nourriture. Voilà, c'est ça. Mais dans la majorité des cas, l'obésité fait partie des maladies multifactorielles et polygéniques. Donc ici, il existe plusieurs déterminants génétiques et plus comment dire, qui assurent cette prédisposition à l'obésité et la composante environnementale sont laquelle la maladie ne se développe pas, c'est-à-dire mode de vie, activité physique, sédentaire, stress, type d'alimentation, etc. Voilà. Bon, alors, maintenant, comment on peut caractériser des anomalies multifactorielles? Premièrement, leur cause échappe au mode d'hérédité mendélienne, c'est-à-dire on ne peut pas les traiter, on ne peut pas les analyser comme des maladies mendéliennes, comme des maladies monogéniques, c'est-à-dire on ne peut pas prédire le risque d'apparition de cette maladie ou bien un risque de récurrence parce qu'on ne peut pas appliquer les lois de Mendel, parce qu'ici, ce n'est pas uniquement un seul gène qui intervient dans l'apparition de cette maladie. Deuxièmement, ces maladies sont influencées par les interactions de multiples gènes, ce que je viens d'expliquer, et par des facteurs environnementaux. Ces maladies, ils ont une tendance familiale et leur transmission au sein d'une famille n'est pas compatible, je répète encore une fois, avec une hérédité du type maladie monogénique. Elle cause la plupart des maladies congénitales, c'est-à-dire qui apparaissent à la naissance de 2 à 3%. Voilà quelques exemples. Le bec de lièvre, vous pouvez observer ici, et les fentes palatines qui assez souvent viennent ensemble. Donc, le bec de lièvre avec une fente palatine. Des fois, c'est juste le bec de lièvre, on vient juste la fente. La luxation congénitale de la hanche, cardiopathie congénitale, etc., etc.
Voilà, donc ici, une petite liste, quelques exemples des maladies communes qui causées par ces facteurs multiples. Voilà, les maladies cardiovasculaires qui sont influencées par l'environnement, régime, stress, activité physique. Voilà, c'est-à-dire pour que la maladie se développe, c'est pas suffisant d'être prédisposé à cette maladie. Ici, encore, régime qui va jouer le rôle. Par exemple, si l'individu va suivre un régime sans sel, qui est sain, il y a peu de chances qu'il développe la maladie. Le stress toujours augmente le risque de développement d'une maladie multifactorielle. Par exemple, plusieurs cancers se développent, comment dire, même s'il y a une prédisposition, ce n'est pas toujours le cancer qui se développe. Le stress qui est un facteur majeur dans certains types de cancers, certaines maladies. Et l'activité physique, bien sûr. Voilà. Bon, donc les diabètes, deux types de diabète, diabète insulinodépendant et non insulinodépendant, l'asthme, certains cancers, maladies auto-immunes, l'obésité, le glaucome, maladie de Crohn, ostéoporose et les affections neurologiques et mentales, certaines épilepsies, la schizophrénie, psychose maniaco-dépressive et la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà dit on ne peut pas étudier de la même façon les maladies multifactorielles comme on étudie les maladies monogéniques. L'étude de ces maladies comporte 3 étapes. Donc, chaque étape est très déterminée. Donc, d'abord, il faut montrer que la maladie est familiale. Comment on peut montrer que la maladie est familiale? Donc, on doit analyser la fréquence de cette maladie dans les familles où il y a des malades et dans la population générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut détecter, relever que chez les apparentés du premier degré des malades, voilà, ici d'abord je vous propose ce petit schéma. Qu'est-ce que ça veut dire degré de parenté? Par exemple, par rapport à propositus, c'est-à-dire personne qui a attiré l'attention en premier, le père et mère et jumeaux dizygotes ou bien fratrie font partie des apparentés du premier degré. Donc, et on constate qu'ils partagent 50% du patrimoine génétique en commun. Voilà. Donc, les jumeaux monozygotes, bien sûr, 100%, parce qu'ils se développent à partir du même zygote. Alors, donc, les grands-parents par rapport à propositus, oncle ou tante, demi-frère ou demi-sœur, neveu ou nièce, petit enfant, constituent les apparentés du deuxième degré et partagent 25% du patrimoine génétique. Et troisième degré, c'est arrière-grands-parents, arrière-petit-enfant, cousin germain, voilà. Donc ici, c'est seulement 12,5% de patrimoine génétique en commun. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Que si au niveau de la famille, parmi les apparentés du premier degré, la maladie est plus fréquente que chez les apparentés du premier degré de témoins sains ou bien dans la population générale, c'est-à-dire si on analyse par rapport à un sujet témoin ou bien de référence, on appelle ça, donc ça veut dire qu'il s'agit de la maladie, il s'agit de la tendance familiale. Donc, dans la famille, parmi les apparentés du premier degré, la maladie est plus fréquente. Et même si la fréquence de la maladie est plus faible chez les apparentés du deuxième et troisième degré, mais elle est toujours plus importante par rapport à des apparentés de deuxième, troisième degré dans la population générale. Voilà. Alors, donc, juste petit tableau pour voir cette différence. Par exemple, sclérose en plaques, pourcentage dans la population générale, on va trouver la fréquence 0,2, 0,06. Par contre, chez les apparentés du premier degré, on va trouver 2,05 à 1. Ou bien, par exemple, voilà, diabète non insulinodépendant de type 2. Si dans la population générale, la fréquence est de 2 à 4%, dans la famille, chez les apparentés du premier degré, c'est-à-dire fratrie, ou bien les parents, ou bien les enfants de sujets atteints,
Donc, c'est de 10 à 15%. Donc, vous pouvez bien voir. Voilà, hypertension artérielle. Dans la population générale, la fréquence 10%. Chez les apparentés du premier degré, c'est de 20 à 30%. Voilà. Donc, ici, ce tableau nous permet de constater ou bien confirmer que toutes ces maladies multifactorielles, ils ont cette tendance familiale. Voilà. Donc, maintenant, deuxième étape, il faut montrer que cette tendance familiale est due à des facteurs génétiques. C'est-à-dire que cette maladie, au niveau de la famille, la fréquence de cette maladie est due aux facteurs génétiques et non des facteurs au milieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier des jumeaux. Donc, pour comparer le taux de concordance, pour cela, on doit étudier les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes. C'est-à-dire, si la statistique nous permet d'avoir les données par rapport à des jumeaux dans la population générale, des jumeaux, par exemple, monozygotes, est-ce que, par exemple, si les deux jumeaux qui sont malades, c'est-à-dire parmi tous les jumeaux monozygotes, combien de pourcents il y a des jumeaux, des cas lorsque les deux jumeaux sont malades. C'est pareil pour jumeaux dizygotes. Voilà. Donc, en effet, on doit déterminer le taux de concordance, taux de similarité, pourcentage de paires de jumeaux dans lesquels les deux sont atteints. Alors, donc, quand on étudie les vrais jumeaux, comme vous avez déjà compris, les vrais jumeaux monozygotes, ils ont 100% du même patrimoine génétique parce qu'ils se développent à partir d'un seul zygote, ils ont le même matériel génétique. Pour cela, s'il y a une discordance, c'est-à-dire si dans un paire des jumeaux, il y a un qui est malade et l'autre qui n'est pas malade, c'est ça qu'on appelle discordance. Donc, discordance, concordance, similarité, discordance, non-similarité ou bien différence. Alors, donc, dans ce cas-là, on dit que cette discordance est due à l'environnement. Pour cela, si on étudie plusieurs parts de jumeaux et on trouve que la concordance des jumeaux monozygotes atteint par exemple 80 à 90%, donc ce qui reste de 10 à 20%, la discordance, elle est liée au milieu. Donc, si parmi les jumeaux, quand même, il existe de 10 à 20% cas lorsque seulement un seul individu qui est malade, on dit que cette différence est due à l'environnement. Donc, ici, on constate qu'il y a un facteur génétique, 100%, il y a un facteur génétique pour cette maladie, mais s'il y a une différence, cette différence est due à l'environnement. Donc, on peut aussi faire appel à des faux jumeaux. Donc, ici, pour les faux jumeaux, vous savez que le fait qu'ils proviennent, qu'ils se développent à partir de zygotes différents, ils ont 50% de patrimoine génétique en commun. Donc, pour cela, ici, les discordances peuvent être dues à cette différence génétique. D'accord? Donc, s'il y a 50% seulement, donc 50%, c'est les différences par rapport à ça. Et bien sûr, la différence peut être due aussi à l'environnement. Donc, pour cela, la statistique démontre que la concordance des jumeaux dizygotes est de l'ordre de 16 à 40%. C'est-à-dire, entre tous les paires des jumeaux dizygotes, de 16 à 40% montrent la concordance, la similarité, les deux jumeaux qui sont atteints, mais ce qui reste est dû à l'environnement, ce qui permet de suspecter fortement une composante génétique de la maladie. Maintenant, si on va comparer, cette différence de taux de concordance entre les monozygotes et dizygotes, voilà, donc par exemple, discordance c'est ça et c'est ça. Donc ici, et si cette comparaison nous permet de conclure que la concordance monozygote est vraiment plus importante, bien supérieure à celle de dizygote,
on dit qu'il existe un facteur génétique. Ici, 100% du patrimoine, ici 50%. Donc, si la concordance est vraiment plus élevée par rapport à ça, donc on dit qu'il y a un facteur génétique. Et la troisième étape, c'est identifier des gènes impliqués. C'est une étape très compliquée, ce n'est pas toujours facile. Elle implique de nombreuses méthodes moléculaires, etc. Donc, il y a plusieurs stratégies pour déterminer ça, parmi lesquelles, par exemple, c'est localisation chromosomique, identification des gènes de susceptibilité, qui n'est pas du tout facile, voilà. Donc, l'étude d'association entre les anomalies génomiques et phénotypiques. Par exemple, si on connaît que chez certains individus, il y a des anomalies génomiques, c'est-à-dire certaines mutations ou bien aberrations chromosomiques, et, surtout, voilà. Et s'il y a les phénotypes particuliers, et on compare avec des individus de référence, donc, cela nous permet c'est-à-dire, il y a le phénotype atteint, il y a le phénotype normal. Si parmi ces individus, on trouve quelques anomalies, donc on peut dire que apparemment ces anomalies sont dues, c'est-à-dire sont à l'origine de ce phénotype. Mais comme j'ai déjà dit, c'est pas toujours facile et ça implique des méthodes très sophistiquées assez souvent, des techniques plutôt. Voilà. Donc, la présence d'antécédents familiales, des paramètres biochimiques, c'est-à-dire on peut distinguer la présence d'une maladie par rapport à certains paramètres biochimiques, moléculaires, ce qui peut se traduire par l'existence des facteurs génétiques ou bien voilà, qui peuvent être susceptibles à développer certaines pathologies. Voilà, donc on utilise par exemple une telle approche que génome entier, ou bien on étudie le polymorphisme des séquences d'ADN, on a parlé des polymorphismes, pour identifier les allèles mutants et après on va suivre la transmission de ces allèles dans les familles et on doit bien sûr associer ces mutations à certains phénotypes, à certaines maladies par rapport à des marqueurs microsatellites. Et il existe aussi la stratégie d'un gène candidat, c'est à peu près ce que je vous ai déjà expliqué. Bon, donc en quoi consiste cette stratégie? Par exemple, on étudie un groupe, une cohorte des sujets témoins qui sont sains, d'accord, et on étudie un autre groupe de sujets qui sont malades. Dans ce groupe, on peut, par exemple, distinguer que la plupart, pas tout, hein, la plupart ou bien plusieurs de ces individus possèdent une anomalie qui n'est pas rencontrée ici. Donc, on peut supposer que c'est cette anomalie, c'est cette mutation au niveau de ce gène qui est susceptible de causer cette maladie. Voilà. Donc, après, on doit faire le test statistique, par exemple, qui2, pour comparer la fréquence dans cette cohorte et cette cohorte pour comparer et pour faire la conclusion, est-ce que c'est vraiment cette mutation qui est responsable de cette maladie? Voilà. Bon, alors, en effet, il existe, tout ce qui concerne des maladies multifactorielles, il existe des ethnies à risque, c'est-à-dire certaines ethnies sont plus concernées par telle ou telle maladie multifactorielle. Voilà quelques exemples. Le diabète de type 2, chez les Indiens Pima d'Arizona, où près de 50% des sujets présentent un diabète de type 2 et 95% des diabétiques sont obèses. Voilà. Donc, cette population qui est assez isolée, très touchée par ce deux types de maladies multifactorielles. Ici, près de 90% de la population de l'île de Nauru, dans l'océan Pacifique, voilà, il est là, voilà, c'est ça. Sa superficie, c'est uniquement 21,3
km², toute petite île. Voilà. Donc, ici, près de 90% souffrent d'obésité et espérance de vie est très faible, 58 ans pour les hommes et 65 ans pour, 5 ans pour les femmes. Donc, mais ici, on peut expliquer facilement parce que ces populations partagent un patrimoine génétique. Donc, c'est plutôt isolement, on appelle ça isolement géographique qui maintient cet isolement génétique. Voilà, apparemment, il y a beaucoup d'unions consanguines et tous ces gènes impliqués dans cette maladie multifactorielle s'accumulent dans cette population. Voilà, donc patrimoine génétique confère cette susceptibilité à la maladie. Et voilà, pour cela, nous avons le pourcentage assez élevé de cette maladie. Voilà. Bon, les critères de reconnaissance de l'hérédité multifactorielle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, premièrement, comme je vous ai déjà dit, on observe une tendance familiale nette. Donc, c'est exactement ce qu'on fait dans l'étude qui concerne la première étape. Donc, au niveau de la famille, on peut observer plusieurs cas de cette maladie. Deuxièmement, le schéma de transmission n'est pas mendélien. Par exemple, ici, s'il s'agit dominant, donc normalement, dominant, s'il y a un individu dominant, d'accord, la maladie est dominante, ici, obligatoirement, l'un des parents doit avoir au moins cet allèle et par conséquent être atteint, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc pas du tout le cas. Si c'est récessif, ça aussi, ça, il n'y a pas de distribution horizontale. C'est pas toujours le cas. Deuxièmement, les affections sont liées à plusieurs gènes. Aujourd'hui, on connaît certaines maladies et connaît bien les gènes qui sont impliqués dans ce génotype qui va développer, génotype de susceptibilité, on peut dire comme ça. Il y a une pénétrance incomplète, voilà, génotype de prédisposition n'entraîne pas forcément l'apparition du phénotype. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisant, il faut encore l'influence du milieu, de l'environnement. Et voilà, ça aussi, j'ai oublié de dire que ce n'est pas lié au sexe parce que les deux sexes qui sont touchés. Voilà, quelques exemples. L'exemple de diabète. Vous savez très bien qu'il existe deux types de diabète. Diabète du premier type, insulinodépendant, qui atteint l'enfant à l'âge ou bien est adulte jeune et qui est dû à la destruction des cellules du pancréas qui sont responsables de la fabrication de l'insuline. Et ce type de diabète représente 10% des diabètes en général. Et on sait très bien que ce type de diabète est assez fréquent dans certaines familles et il est causé aussi par les facteurs alimentaires et par l'environnement, c'est-à-dire mode de vie, les habitudes, voilà, dans la famille, l'attitude à la nourriture, etc., et à le comportement, c'est-à-dire aux activités physiques, etc. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On sait que la concordance chez les jumeaux monozygotes est de 40%, ce qui fortement prouve qu'il existe une composante génétique. Et tout ce qui est discordance, cela est dû à l'environnement. Donc, la concordance des jumeaux dizygotes est de 6%, ce qui aussi est le fait que la concordance des monozygotes est supérieure à celle des dizygotes nous prouve qu'il y a une composante génétique. Par contre, cette discordance est due à des facteurs environnementaux. Maintenant, le deuxième type 2, non insulinodépendant. Ici, les cellules fabriquent l'insuline, mais la quantité de l'insuline n'est pas suffisante pour que, comment dire,
pour que les glucides ne soient pas métabolisés. Voilà, on peut dire comme ça. Et on sait que ce type de diabète est plus fréquent chez les sujets obèses, ce qui est dû toujours à un facteur environnemental et excès de cas familiaux. La prévalence de la maladie par rapport à ces deux choses. Alors, si, non, surtout ça, si l'un des parents est atteint, donc il y a 30% de risque, on peut dire, ou bien dans 30, parce que l'étude se fait à travers plusieurs pédigrés, à travers plusieurs familles. Donc, on constate que si l'un des deux parents atteint, c'est 30% de la descendance, dans 30% des cas, la descendance est aussi atteinte. Maintenant, si les deux parents sont diabétiques, cette prévalence est de 50%. Donc, il y a 50% de risque que l'enfant soit malade. Par contre, dans la population générale, la fréquence est de 4%. Et donc ici, le taux de concordance des jumeaux monozygotes est de 80 à 90%, qui prouve fortement le composant génétique. Ce qui est différence, elle est due à l'environnement. Et taux de concordance jumeaux dizygotes, c'est de 16 à 40%. Cette différence entre concordance monozygote et dizygote nous prouve aussi qu'il y a les facteurs, le composant génétique, les facteurs génétiques qui sont dus à cette maladie, qui sont à l'origine de cette maladie, ainsi que il y a l'environnement qui influence cette maladie. Voilà. Comment donc ici comment on peut prouver que comment on peut rejeter l'hypothèse d'origine monogénique du diabète de type 2. Voilà. On suppose que l'allèle à l'origine du diabète est récessif, soit récessif. Donc, si l'allèle est récessif, donc tous les individus qui sont atteints sont des homozygotes récessifs. Donc, si l'un des parents est atteint, on imagine que les parents sont comme ça, dans ce cas-là, toute la descendance sera saine, il n'y a aucun de risque. Il n'y a aucun de risque pour tous les enfants qui vont naître. D'accord? Par contre, regardez bien, si l'un des parents est atteint, c'est 30%. Si on imagine que le génotype de deuxième parent sain, c'est hétérozygote. Dans ce cas-là, le risque pour la descendance est 50%, mais ce n'est pas toujours 30%. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Et bien sûr, si les deux individus qui sont atteints, c'est ça. Donc, ici, la prévalence de 50%, ici, 100% de risque d'avoir un enfant atteint. Donc, on rejette cette hypothèse que la maladie se transmet du mode autosomique récessif. Maintenant, on suppose que l'allèle à l'origine du diabète soit dominant. Donc, ici, premier cas, l'un des parents est atteint. Donc, deux cas. Premier cas, le parent atteint est homozygote. Deuxième cas, le parent atteint est hétérozygote. Donc, dans le premier cas, le risque pour la descendance est 100%, mais pas du tout 30%. Et deuxième cas, le risque est 50% et pas du tout 30%. Donc, encore, ça ne marche pas. Et deuxième cas, lorsque les deux parents sont diabétiques, la prévalence est de 50%. Dans ce cas-là, on a le risque de 75%, ou bien 3/4, le risque. Voilà. Donc, ça ne marche pas avec ces chiffres, cette statistique. Donc, les données familiales ne sont pas conformes aux prévisions mendéliennes. Voilà. Donc, on a rejeté cette hypothèse de la transmission autosomique monogénique de cette maladie. Bon, en plus, aujourd'hui, on connaît qu'il y a 4 gènes de susceptibilité pour le diabète. Voilà. Donc, ici, les deux, ils sont des facteurs de transcription qui régulent l'activité d'autres gènes. Il y a l'autre qui joue le rôle dans le développement du pancréas. Il y a encore quatrième, voilà. Donc, je ne sais pas vraiment c'est quoi. Mais tout ça nous permet
de conclure qu'il s'agit d'une maladie polyfactorielle et cette maladie a dû à une composante génétique, plusieurs allèles qui sont susceptibles d'augmenter le risque et facteurs d'environnement qui aussi influencent l'apparition de phénotypes malades. Voilà. Donc, pour l'hérédité multifactorielle, le risque de récurrence augmente, premièrement, avec le degré de parenté. C'est-à-dire, le risque de développer une maladie pour un individu donné est proportionnel à son degré de parenté avec un sujet atteint. Plus le degré de parenté était petit, c'est-à-dire plus la parenté est proche, plus il y a de risques. Regardez ici, vous pouvez voir. Par exemple, ça, c'est le propositus, l'individu atteint. Donc, il y a plus de risques pour les individus du premier degré de parenté, c'est-à-dire pour la fratrie, pour les parents et ici, pour les parents, heureusement qu'ils ne sont pas malades, pour les enfants. Voilà. C'est-à-dire, si par exemple ces parents peuvent avoir encore un enfant, il y a plus de risques que l'enfant soit malade et plus de risques que les enfants de cet individu soient malades. D'accord. Par contre, pour deuxième degré de parenté, par exemple, pour ses grands-pères, ses tantes ou bien oncles et ses petits-enfants, il y a moins de risques. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi? Premièrement, ça s'explique par le patrimoine génétique, comme vous avez déjà expliqué, le tableau que je vous ai proposé, que concernant les apparentés du premier degré, il y a 50% du patrimoine génétique en commun et entre les apparentés de deuxième degré, il y a 25% des gènes en commun. Voilà. Deuxième, le risque de récurrence augmente avec le nombre de sujets atteints dans la famille. C'est-à-dire, plus il y a des individus atteints dans la famille, dans le pédigré par exemple, plus il y a de risques pour qu'un nouveau sujet apparaisse. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les maladies monogéniques. Donc ici, le risque reste toujours le même. Par exemple, si les deux individus, un couple, qui sont sains, mais qui sont les deux porteurs d'un gène, d'un allèle récessif délétère, donc, pour chaque nouvel enfant, le risque est toujours le même, 25%. D'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas, comme vous avez compris, pour les maladies multifactorielles. Donc, le risque augmente avec la consanguinité. Ici, c'est clair, c'est s'il s'agit d'un mariage consanguin, plus les gènes de susceptibilité peuvent se retrouver dans le même génome. Plus il y a de chances que ces gènes se retrouvent. Voilà. Et le risque de prédisposition augmente. Avec la sévérité de la maladie, plus le défaut est sévère, plus la composante génétique est importante. Donc, et plus il y a, plus le risque de récurrence est aussi sévère. Alors, exemple, si l'enfant présente un bec de lièvre avec une fente palatine, le risque de récurrence dans la fratrie, c'est-à-dire pour chaque nouveau enfant, est plus grand, jusqu'à 6%. Par contre, si l'enfant ne présente qu'une seule anomalie, bec de lièvre, simple, le risque de récurrence dans la fratrie, c'est 2,5%. Donc, plus le défaut est sévère, plus il y a de risque de récurrence. Maintenant, suivant. Lorsque la maladie est plus rare dans la population générale, le risque pour les apparentés augmente. Par exemple, il y a une maladie qui est assez rare dans la population générale. Si cette maladie apparaît dans la famille, il y a plus de risques qu'il y a un nouveau sujet atteint dans cette famille. Et dernier, lorsque la personne atteinte est du sexe le moins concerné. Qu'est-ce que ça veut dire?
Par exemple, il existe une maladie appelée sténose du pylore. La maladie est 5 fois plus fréquente chez les garçons. Maintenant, si la femme qui va transmettre cette maladie, il y a plus de risques qu'elle va, c'est-à-dire si la femme qui est atteinte, il y a plus de risques que ces enfants soient atteints. Voilà, 3 fois plus élevé par rapport au risque un homme atteint d'avoir des enfants atteints. Donc ici, on peut dire il y a le genre d'empreinte génétique, si vous voulez. C'est un peu à peu près ça. Donc, si voilà. Un autre exemple, luxation de hanche, 6 fois plus fréquente chez les femmes, mais si un homme qui est atteint, le risque de récurrence pour les descendants sont nettement supérieurs à celui des descendants d'une femme atteinte. Voilà. Bon, donc on a terminé pour les maladies multifactorielles. Et maintenant, ça, on a fait la séance passée. Et maintenant, on va parler de la cytogénétique. Maintenant, juste pour petite conclusion, je veux bien que vous pouvez bien distinguer les différents termes qui concernent différents types de maladies. Par exemple, si on dit que la maladie est familiale, donc la maladie familiale n'est pas obligatoirement génétique. Par exemple, je vous ai déjà donné cet exemple, la famille dont tous les hommes travaillent dans les mines, ça devient une profession familiale. Et la plupart de ces individus, des membres de cette famille, sont touchés par la maladie des poumons qui est due au milieu de travail de ces hommes-là. Alors, dans ce cas-là, c'est une maladie familiale, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. D'accord? Deuxièmement, deuxième cas, tout ce qui concerne des maladies héréditaires. Donc, les maladies héréditaires sont obligatoirement génétiques. D'accord? Donc, tout ce qui est génétique, ça peut être héréditaire. Voilà. Parce que, sauf que vous savez qu'il y a des maladies, des mutations qui se produisent dans les cellules somatiques qui ne sont pas héréditaires et dans ceux qui se produisent dans les gamètes, lors de la formation de gamètes, celles-là peuvent être transmises. Donc, pour cela, tout ce qui est héréditaire, c'est obligatoirement génétique. Par contre, il y a des maladies génétiques qui ne sont pas héréditaires. Je viens d'expliquer ça. S'il s'agit par exemple d'une maladie, d'un cancer de la peau qui est dû à l'exposition exagérée aux rayons UV, d'accord, et qui cause des mutations nombreuses au niveau de la cellule de la peau, c'est une forme de cancer qui ne transmet pas à la descendance, mais ici, bien sûr, il y a une composante génétique parce qu'il s'agit de nombreuses mutations qui se produisent au niveau des cellules. Voilà. Donc, maladie familiale, maladie héréditaire et maladie génétique. J'espère que vous avez bien compris toutes ces différences. Et maintenant, on va commencer à parler de la cytogénétique. Je crois qu'on va faire juste la cytogénétique et tout ce qui concerne des anomalies chromosomiques, on va laisser pour la séance prochaine. Alors, cytogénétique classique. Qu'est-ce que ça veut dire la cytogénétique? D'abord, le terme cytogénétique se traduit par l'étude de la structure et fonctionnement normal et pathologique des chromosomes. C'est-à-dire, c'est la génétique qui concerne la cellule. Cyto, c'est une cellule. Donc, on peut étudier le matériel génétique dans la cellule. Donc, ce n'est pas le niveau moléculaire, c'est le niveau cellulaire. D'accord? Donc, cette étude permet d'établir le karyotype d'un individu pour l'étudier. Voilà. Alors, comme vous savez, les cellules somatiques subissent un cycle cellulaire. Et lors de ce cycle cellulaire,
Elle passe par certains stades ou bien phases telles que l'interphase qui comprend trois phases différentes et la phase appelée la mitose. D'accord? Donc on parle du cycle cellulaire. Pour cela, on peut étudier le matériel génétique qui se trouve dans la cellule lors de l'interphase et on peut étudier le matériel génétique lors de la mitose. Tout ce qui concerne l'interphase, vous savez très bien qu'à l'interphase, on ne peut pas visualiser des chromosomes, ils ne sont pas visibles et tout le matériel génétique se trouve sous forme de la chromatine. Voilà. Donc, le noyau est en repos, les chromosomes ne sont pas individualisés et on peut distinguer uniquement la chromatine active et la chromatine non active. D'ailleurs, si vous vous rappelez notre séance sur la structure des chromosomes et sur la chromatine, j'ai déjà parlé de ça, on sait que la chromatine active appelée l'ochromatine se distingue par rapport à son aspect clair. Il n'est pas colorable, ce qui prouve qu'il est actif, fonctionnel, et il n'est pas, pourquoi? Parce qu'il est très peu condensé, l'ADN n'est pas très spiralisé, et ce qui permet l'accès de certaines enzymes pour transcrire certains gènes. C'est pour ça elle est fonctionnelle. Voilà, donc l'ochromatine. Et le deuxième type de la chromatine, qui est la chromatine non active, qui est appelée hétérochromatine, qui se traduit par l'aspect très dense et pour cela très condensé et pour cela fortement colorable. Et ce qui définit sa non-fonctionnalité, car cette super condensation ne permet pas le fonctionnement de gènes. Il n'y a pas d'accès de toutes les enzymes pour transcrire et exprimer ces gènes-là. Voilà. En plus, vous savez que cette hétérochromatine peut exister sous deux états ou bien deux aspects. Constitutive qui n'est jamais transcrite, c'est-à-dire qui est toujours sous forme de la chromatine, et facultative dont l'état est réversible et qui peut passer de l'hétérochromatine en forme de l'ochromatine. Voilà, vous avez déjà vu cette image qui représente exactement les différentes régions du noyau avec l'hétérochromatine qui est la chromatine claire, pardon, qui est la chromatine dense, pour cela fortement colorable, c'est ça, les amas foncés de la chromatine qui se trouve à la périphérie du noyau et à côté du nucléole. Et la chromatine claire, non colorable, transparente, qui occupe voilà, toute cette partie du noyau. Alors, donc, quand on étudie la chromatine lors de l'interface, on peut aussi étudier la chromatine sur la présence de la chromatine X ou bien chromatine sexuelle, ce qu'on appelle aussi la corpuscule de Barr. Qu'est-ce que ça veut dire ce corpuscule de Barr? Corpuscule de Barr, d'ailleurs j'ai déjà parlé de ce phénomène, correspond à un phénomène génétique appelé la lyonisation des chromosomes X. Vous savez très bien que quel que soit le nombre de chromosomes X, il y a un seul chromosome X qui est actif et tous les autres, mais normalement c'est un seul, dans le cas de la cellule normale, un seul, qui est inactive et pour cela, il est à l'état condensé, ce qui se traduit par la présence de ce corpuscule de Barr. Alors, pour la première fois, la présence de ce corpuscule de Barr a été découvert dans les cellules de chat femelles en 1949 par deux chercheurs, Barr et Bergman.
Alors, aujourd'hui, on connaît que toutes les cellules des femelles mammifères, à partir d'un certain moment de développement embryonnaire, possèdent cette petite masse d'hétérochromatine qui correspond à ce corpuscule de Barr et qui correspond à un chromosome X inactif. Par exemple, chez l'homme, la léonisation se produit à partir du 16e jour de développement. Et chez la souris, par exemple, à partir de 3 à 6 jours. On peut déterminer le nombre de chromosomes X, c'est-à-dire le nombre de corpuscules de Barr, par simple frottis buccal qui s'effectue de façon très simple et nous donne l'information sur la présence ou absence d'anomalies au niveau du nombre de chromosomes X. Chez les femmes, quel que soit le nombre de chromosomes X, comme je viens de te dire, un seul chromosome X est actif dans les cellules somatiques. Voilà, je vous présente quelques images. Donc ici, la cellule normale, la cellule normale d'individu XY où il n'y a aucun corpuscule de Barr. Donc ici, la cellule normale, pardon, ça. Ici, la cellule normale d'une femelle qui possède un seul corpuscule de Barr, donc deux chromosomes X dans son karyotype. Voilà, un seul corpuscule de Barr. Donc ici, il s'agit d'une... on vient ici, voilà, vous pouvez voir. Donc d'habitude, ce corpuscule de Barr est attaché à la membrane nucléaire. Vous pouvez la voir, il est collé à la membrane, à l'enveloppe nucléaire. Donc, cette cellule apparemment est anormale, le karyotype est anormal. Il y a deux chromosomes X, ce qui correspond à l'individu 47 chromosomes avec 3 chromosomes X, soit deux corpuscules de Barr. Donc ici, on observe 3 corpuscules de Barr, par conséquent, il y a 4 chromosomes X. Et ici, c'est une anomalie qui correspond à la présence de 4 corpuscules de Barr, c'est-à-dire 5 chromosomes X. Voilà, ça c'est le cas normal. Alors, maintenant, on passe à la deuxième phase, c'est la phase de la mitose. Vous savez très bien que lors de la mitose, à peu près à partir de la prophase tardive, les chromosomes commencent à se condenser. Chaque chromosome est sous forme de deux chromatides sœurs et maintenant on peut les visualiser si on passe par la technique qui comporte parmi l'une des étapes une coloration. Donc on peut colorer les chromosomes pour les faire visible dans le chromosome, dans la microscopie optique. Voilà, donc vous pouvez bien voir ici une préparation chromosomique où on peut voir tous les chromosomes bien sûr, qui sont colorés. On peut les étudier, on peut les compter, dénombrer et on peut même voir certaines anomalies si ça existe. Mais ça, c'est après. Alors, c'est-à-dire l'étude des chromosomes mitotiques nous permet d'établir le karyotype de la cellule et par conséquent de l'espèce. Vous savez déjà que le karyotype est spécifique à l'espèce. Toutes les cellules normalement possèdent le même karyotype. Par contre, le karyotype varie d'une espèce à l'autre. Alors, c'est quoi le karyotype? Le karyotype, c'est l'ensemble de chromosomes du noyau d'une cellule classés en fonction de la taille, de la forme, de la disposition de son centromère et des fois des bondes s'il s'agit de cette technique. Pour la première fois, le karyotype humain normal a été décrit en 1956 par Tijo et Leuven. Alors, tout ce qui concerne la cellule humaine, on sait que le karyotype normal humain possède ou bien compte 46 chromosomes. Il s'agit de la cellule diploïde, bien sûr, 46 chromosomes, ou bien 23 paires de chromosomes.
ce qui dit que la cellule est diploïde, donc deux jeux chromosomiques. C'est-à-dire il y a deux copies de chaque chromosome. Parmi ces chromosomes, on distingue 22 paires d'autosomes qui sont identiques, quel que soit le sexe, soit chez les hommes, soit chez les femmes. Et chaque couple des chromosomes homologues est constitué d'un chromosome paternel et maternel et une paire de gonosomes ou bien chromosomes sexuels. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Alors, donc, chez les femelles, je parle des mammifères, y compris l'homme, ces deux chromosomes sont identiques, XX. Si vous n'avez pas oublié, il s'agit du sexe homogamétique qui produit le même un seul type de gamète. Et ces deux chromosomes sont différents chez les mâles, XY, et ce qu'on appelle le sexe hétérogamétique. Alors, les gamètes normaux, spermatozoïdes et ovules, ont un lot haploïde de chromosomes, N égale 23, et ils n'ont qu'une copie de chaque chromosome. Voilà, tout ça, j'ai déjà parlé, donc c'est encore une petite révision. La fécondation normale va conduire à une formation d'un zygote normal diploïde, c'est-à-dire deux gamètes haploïdes forment un zygote diploïde. C'est pour ça qu'on dit que la méiose, c'est le passage de la phase diploïde à une phase haploïde, ce qui permet après d'établir cette diploïdie par le phénomène de la fécondation, c'est-à-dire tous les individus après encore sont diploïdes et possèdent deux N de chromosomes. Alors, comme vous savez déjà, le karyotype est caractéristique de l'espèce. Chaque espèce possède son propre karyotype. Il n'y a pas deux espèces qui possèdent le même karyotype. Même si le nombre de chromosomes est le même, il n'y a jamais le karyotype où les chromosomes, par leur forme, leur taille, surtout la composition génique, sont identiques. Voilà, donc même si le nombre est le même, les chromosomes, leur morphologie et la composition n'est pas du tout la même. Voilà, ici quelques exemples. L'homme 2N46, chimpanzé 2N48, souris 56, etc. Voilà. Éléphant, figurez-vous, même avec cette taille énorme, seulement 56 chromosomes. Et il y a une fougère, une plante, l'espèce Ophioglossum reticulatum, qui possède 1440 chromosomes, qui encore prouve que il n'y a pas de liaison entre le nombre de chromosomes et la position de l'espèce au niveau de l'échelle évolutionnelle. Voilà, on constate que c'est l'homme qui se trouve à cette échelle évolutionnelle. Par contre, 46 par rapport à 1444, c'est vraiment très comparable. Alors, maintenant, on va parler du karyotype standard. Donc, dans la majorité des cas, le karyotype standard est établi à partir des chromosomes métaphasiques, mais comme je vous ai déjà dit, à partir du prophase tardif, on peut déjà distinguer les chromosomes, sauf qu'ils ne sont pas à son stade le plus condensé. Pour cela, ils sont moins bien visibles à la prophase qu'à la métaphase. Mais quand même, c'est faisable. Donc, pour le karyotype, on doit ranger les chromosomes 2 à 2 par paire homologue et les ordonner en fonction des critères morphologiques suivants. Soit en fonction de la taille décroissante. Voilà, donc par exemple, vous pouvez voir le chromosome 1, ici 3, 16, 19. Voilà, donc en effet, les chromosomes dans le karyotype humain sont numérotés du plus grand jusqu'à le plus petit, ici pas tout, soit par rapport à l'indice centromérique. Donc, on ordonne les chromosomes en fonction de l'indice centromérique. Par exemple, ici, il s'agit de submétacentrique, tous les chromosomes. Ou bien ici,
les acrocentriques. Voilà. Ça, on a parlé de cet indice, c'est le rapport du taille du bras court sur la longueur du chromosome. P sur P plus Q, si vous vous rappelez. Voilà. Alors, convention d'écriture. Pour écrire le karyotype, on doit marquer le nombre de chromosomes. Le karyotype normal, c'est 46. Et par virgule, on met le sexe. Donc, s'il s'agit du sexe masculin, c'est XY. Homme normal, s'il s'agit du sexe féminin, XX, femme normale. Donc, 46,XY ou bien 46,XX. Donc, formule sexuelle et le nombre de chromosomes. En génétique médicale, le karyotype permet la mise en évidence des anomalies numériques et des anomalies de structure. Donc ça, on va parler juste après. Et aussi, ils nous permettent de reconnaître le sexe de la cellule. C'est-à-dire, on peut facilement distinguer les deux chromosomes sexuels. S'ils sont identiques, il s'agit du sexe féminin. S'ils sont différents, il s'agit du sexe masculin. Voilà. Alors, donc maintenant, on passe ici, je vous propose quelques images. En effet, si les chromosomes sont ordonnés et sont comment dire, positionnés par rapport à leur taille et par paire, des fois, cela constitue le karyogramme. Donc ici, tous les chromosomes sont ordonnés. Vous pouvez bien voir ici les chromosomes du plus grand qui est numéroté par numéro 1 jusqu'au plus petit, donc ici 22, et plus les deux chromosomes sexuels qui sont différentes. Ici, le karyogramme nous permet de voir les paires de chromosomes, d'accord? Voilà, avec bien sûr une paire de chromosomes sexuels. Voilà. Donc, parmi les chromosomes, on doit distinguer, on doit parler ceux qui sont appelés les acrocentriques. Il s'agit, je vous ai déjà expliqué ça, des chromosomes acrocentriques chez l'homme, c'est 13, 14, 15, 21, 22. Voilà, les acrocentriques qui possèdent une construction secondaire qui correspond à la région nord, ce qui est région organisatrice nucléolaire, et qui constitue le nucléole lors de l'interphase. Voilà, donc si vous n'avez pas oublié, il s'agit de la région de l'ADN qui porte des gènes d'ARN ribosomique qui se trouvent en tandem, en série, au niveau de ces régions. Voilà. Donc maintenant, quelques mots sur la technique du karyotype. Comment on effectue cette technique de karyotype? Quelles sont les étapes principales? Comment on peut établir le karyotype? Donc, comme vous avez compris, le karyotype, c'est la technique qui permet l'étude des chromosomes d'individus, l'étude des chromosomes métaphasiques. Donc, cette technique permet d'obtenir une image et l'étudier en microscope optique. Les chromosomes, il s'agit des chromosomes au cours de la métaphase ou bien de la prométaphase le plus souvent et plus rare à la prophase. Voilà. Donc, pourquoi ça? J'ai déjà expliqué parce que lors de la métaphase, les chromosomes sont les plus condensés, les plus spiralisés et pour cela, les mieux colorés et les mieux visualisés. Quelques étapes principales de cette technique. Donc, premièrement, on doit effectuer le prélèvement des tissus ou bien une mise en culture des cellules en phase de multiplication active. Pourquoi en multiplication active? Parce qu'on doit avoir les cellules qui se divisent et qui peuvent se trouver lors de la mitose pour qu'on puisse avoir les chromosomes mitotiques. Voilà, donc par exemple ici, on prélève
par exemple, les fibroblastes, les cellules qui sont en division. Donc, on doit utiliser le milieu approprié s'il s'agit d'une culture. Il s'agit d'une culture qui permet la maintenance de ces cellules pendant un temps donné. Donc, étape suivante, c'est l'arrêt de division ou bien blocage des cellules en métaphase qui se produit par l'un des poisons, poisons du fuseau achromatique. Bon, en effet, on peut utiliser la colchicine. C'est un poison qui empêche la formation de la tubuline en microtubules et en fibre du fuseau achromatique. Voilà. Donc, l'empêchement de la formation de ce fuseau achromatique empêche la migration des chromosomes vers les pôles opposés, c'est-à-dire l'empêche la transition à l'anaphase et permet de bloquer les cellules à l'anaphase. Donc, l'étape suivante, c'est traitement par la solution hypotonique qui permet de sortir des chromosomes de la cellule parce que ce choc hypotonique provoque la rupture de la membrane. Vous savez que si on va mettre la cellule dans une solution hypotonique, la différence de comment on s'appelle ça, la concentration des ions, selon la loi, va provoquer l'éclatement de la membrane. Voilà. Donc, l'étape suivante, c'est la fixation des chromosomes par l'un des fixateurs. Il existe plusieurs types de fixateurs. Et mise ou bien montage de la préparation, mise de ces chromosomes sur la lame ou bien sur un verre qui est comment dire, j'ai oublié le terme, il doit être absolument propre. Après, on doit passer à la coloration pour que les chromosomes puissent être visibles et les observer dans le microscope optique. Donc après, on peut prendre une photo et couper chaque chromosome pour former une karyogramme, c'est-à-dire pour placer les chromosomes selon leur taille et par les couples, c'est-à-dire les chromosomes homologues ensemble. Voilà. Et après, on peut analyser ces images et tout ça. Si on a besoin de faire la karyogramme, soit on peut juste observer comme ça pour étudier la présence, pour calculer les chromosomes, établir le karyotype, ou bien pour établir certaines anomalies si ça présente, etc. Voilà. Donc, pour prélever l'échantillonnage, il existe plusieurs types de prélèvements et il existe plusieurs méthodes en fonction de... bon, d'accord, après, j'arrive pas à trouver une phrase. Alors, donc, premièrement, il existe deux types d'études. Soit il s'agit de préparations cytogénétiques qui concernent une pathologie constitutionnelle, c'est-à-dire pathologie congénitale qui apparaissent soit à bas âge, soit même être présent chez l'embryon. Il s'agit de la diagnostic, on écrit comme ça, diagnostic prénatal. Et pour cela, on peut utiliser le trophoblaste embryonnaire ou bien liquide amniotique. Et on l'appelle, cette technique de prélèvement amniosynthèse, soit prélèvement des villosités choriales, ce qu'on appelle choréosynthèse,
soit on peut prélever un son total qu'on appelle chordosynthèse. Alors, soit il s'agit de la diagnostic postnatal, donc ici il s'agit de prélèvement des lymphocytes dans le sang périphérique ou bien des fibroblastes par biopsie cutanée. Ou bien, deuxième type d'étude, c'est pathologie acquise. Dans ce cas-là, on peut utiliser les cellules de la moelle osseuse, ou bien les cellules souches sanguines, ou bien les cellules des tumeurs solides, s'il s'agit des cas des tumeurs solides. Les principales indications du karyotype. Comment on peut prescrire d'effectuer cette étude cytogénétique du karyotype? Donc, les principales indications sont celles que des signes d'appel échographique, c'est-à-dire si l'anomalie chromosomique portée par l'un des deux parents, ou bien il y a des antécédents familiales et l'échographie nous permet de soupçonner la présence d'anomalies chez le fœtus. Donc voilà, chez le fœtus, diagnostic prénatal. Si l'âge maternel est supérieur à 38 ans, dans ce cas-là, on peut prélever l'échantillonnage chez le fœtus pour effectuer le diagnostic prénatal. Pourquoi supérieur à 38 ans? Vous allez voir que la prévalence des cas d'anomalies chromosomiques est beaucoup plus importante chez les femmes dont l'âge est supérieur à 38 ans. Donc, à partir de ça, ça commence à augmenter. Donc, s'il y a des malformations congénitales qui ont été observées par l'échographie, donc chez le nouveau-né, ou bien chez le nouveau-né aussi, donc il y a malformation. S'il y a une ambiguïté sexuelle ou bien petit poids à adolescence chez le nouveau-né, retard des acquisitions motrices ou de langage donc chez l'enfant, retard mental chez l'adolescent, retard de croissance chez l'adolescent, des anomalies de développement sexuel chez l'adolescent, avortement spontané répété ou bien stérilité chez l'adulte, couple devant bénéficier d'une fécondation in vitro, donc les deux parents qui peuvent bénéficier de cette étude cytogénétique, anomalie familiale connue chez l'adulte et maladies malignes hématologiques, comme par exemple le lymphome, leucémie ou bien, ici ce n'est pas écrit, ici il s'agit des tumeurs solides aussi. Donc on peut passer à l'étude cytologique. Voilà, donc quels sont les principes d'identification chromosomique? Pour étudier le karyotype, on doit, comme vous avez compris, colorer les chromosomes. Voilà, vous pouvez voir ici bien une préparation cytogénétique où les chromosomes sont colorés par la coloration standard ou bien uniforme. Donc, en effet, il existe deux types de coloration standard ou bien coloration différentielle. Tout ce qui concerne la coloration standard, elle permet de définir le nombre de chromosomes. Donc, c'est facile à, d'ailleurs, si il s'agit de la préparation de bonne qualité, facilement on peut calculer le nombre de chromosomes, on peut trouver les paires de chromosomes homologues et définir s'il y a une anomalie de nombre, par exemple. Ainsi, on peut distinguer ici, mais ça c'est après, je vais parler de ça, des petites anomalies de structure telles que certaines délétions. On peut voir des fragments ou bien différences au niveau de la taille entre les chromosomes homologues. Ou bien la formation des structures telles que dysentriques, par exemple, ou bien chromosomes nano, mais ça c'est après. Voilà. Et aussi, voilà, la position de leur centromère pour définir les chromosomes par rapport à cette position, c'est-à-dire on peut les classer selon leur morphologie, en métacentrique, submétacentrique, acrocentrique, voilà, il n'y a pas de télécentrique chez l'homme. Et la coloration différentielle qui fait apparaître des bandes et qui permet distinguer les paires de chromosomes parce que
les chromosomes homologues, ils ont le profil identique et qui permet de distinguer certaines anomalies de structure, mais ça aussi c'est après. Alors, voilà, je viens de parler de ça. Donc, technique de bond qui fait apparaître des bonds clairs et sombres permet d'individualiser chaque chromosome par des bonds caractéristiques, de distinguer les chromosomes de même taille et de distinguer ou bien séparer les paires de chromosomes homologues. Le profil est unique à chaque paire de chromosomes homologues. Par contre, le nombre de bonds est variable selon la condensation de la chromatine. C'est-à-dire, plus le chromosome est long et moins il est condensé et plus il y a de bonds qui apparaissent. C'est-à-dire, si la préparation correspond à une phase ou bien un stade de prophase ou bien prométaphase, on va trouver les chromosomes qui sont plus longs et qui ont plus de bonds. D'accord? Voilà. Donc, là, en fonction de la résolution, on peut observer un nombre différent de bonds. En métaphase, il s'agit de la résolution standard. On peut observer de 300 à 400 de bonds. En prométaphase, la phase qui précède la métaphase, on peut dénombrer jusqu'à 550 bonds. Haute résolution, on l'appelle ça. Et en fin de prophase, on peut observer jusqu'à 850 bonds. On parle de très haute résolution. Et maximum de résolution nous permet d'obtenir environ 2000 bonds. Mais ça, c'est vraiment assez rare. Voilà, vous pouvez voir ici les bonds, d'accord, les bonds. Qu'est-ce que ça, voilà, cette image que je vous ai déjà montrée. Vous pouvez voir ici les chromosomes qui sont colorés par la technique de bending, ou coloration en bond. Et vous pouvez bien voir que chaque chromosome possède le profil très unique, très spécifique et unique. Il n'y a pas de chromosomes qui ne sont pas des homologues qui possèdent le même profil de bending. Alors, on passe ici. Pour distinguer les bonds, on doit, c'est-à-dire des chromosomes, par la répartition des bonds, qu'est-ce qu'on doit désigner? Premièrement, les deux bras de chaque chromosome. Si vous n'avez pas oublié, le chromosome a le bras court, désigné par P, et le bras long, désigné par Q. Bien sûr, le numéro de chromosome. Deuxièmement, le numéro de la région. Donc, les régions sont numérotées à partir du centromère. La région avec le nombre plus petit, elle est voisine au centromère. Donc voilà, la région numéro 1, 2 ici, la région numéro 1, 2 ici, on peut avoir plus 3, 4 régions. Voilà. Ici, il n'y a pas de ça, juste 2. D'accord. Alors, de A à 4, d'habitude. Deuxièmement, donc comme vous avez déjà compris, le nombre. Maintenant, deuxième, on doit définir une bonde. Une bonde, c'est le découpage d'une région en bonde. Voilà, regardez ici. Cette bonde comprend, pardon, cette région numéro 2 comprend deux bondes. Donc ici, une seule. Ici, cette région comprend trois bondes. 1, 2, 3. D'accord? Etc. Donc, plus il y a, plus le chromosome est long, soit décondensé, plus on peut distinguer ou bien découper les régions en bandes et après en sous-bandes. Voilà, regardez. On peut voir ça. C'est ici. Par exemple, la région 2 est découpée en deux bandes. Ça, c'est la bande 1 et tout ça, c'est la bande 2. Et
par contre, la bande 2 est découpée en 3 sous-bandes, 1, 2 et 3. Regardez ça. Donc, il s'agit ici du bras P. Ici, il s'agit du bras P, d'accord, le bras court. Ici, il s'agit de la région 2, premier chiffre, c'est la région 2, et deuxième chiffre, 22, il s'agit de la bande 2 dans la région 2, d'accord, et la bande, et cette bande est découpée en sous-bandes 1, 2, 3, donc le bras P, la région 2, la bande 2 et sous-bande point 2. P22.2. P22.2. Donc, ici, bras court, la région 2, la bande 2 et sous-bande 3, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on définit. Ou bien ici, il s'agit du chromosome X, du bras court P, de la région 2 et d'une bande A, donc XP21, etc. Voilà. En tout cas, celui qui va s'occuper de la cytogénétique, après, il va apprendre tout ça. Voilà, ici, vous pouvez voir les bandes, même les sous-bandes et même les sous-sous-bandes, 31, 32, 33, etc. Bon, donc en effet, il existe les différents types de marquage en bandes qui permettent de faire apparaître des bandes spécifiques. On peut distinguer les bandes en fonction de la variation de la composition en base de l'ADN, c'est-à-dire il y a des régions qui sont riches en base G et C, ou bien riches en base A et T. En fonction des protéines liées à l'ADN, ça c'est d'autres choses. La précocité de la réplication, il y a les bandes qui se répliquent tardivement lors de la phase S, il y a celles qui se répliquent précocement lors de la phase S, etc. La richesse en gènes, il y a celles qui sont riches en gènes, il y a celles qui sont pauvres en gènes, et en fonction de l'activité, c'est-à-dire les régions qui correspondent à l'euchromatine et les régions qui correspondent à l'hétérochromatine. Donc, en effet, on distingue la coloration standard qui ne fait pas bande, la coloration en bande G, c'est ça, la coloration en bande R, ce qui est considéré comme la coloration en miroir parce que les bandes, celles qui sont claires selon la coloration G, sont foncées selon la coloration R. Pour cela, on l'appelle reverse color reverse, ou bien la coloration reverse, d'accord? Ici, ce qui est foncé ici est clair ici, etc. Donc, il y a des bandes C, par exemple, qui permettent de colorer uniquement les régions centromériques et juxtacentromériques, et des bandes T qui colorent uniquement des régions T. Voilà, les bandes G. Il s'agit des chromosomes qui sont traités à l'aide de la trypsine. C'est une enzyme qui permet de dénaturer les protéines. Et deuxième colorant, c'est Aginza. Et c'est à cause de ce G, on l'appelle les bandes G. D'accord? Et les bandes Q, c'est exactement les mêmes bandes, sauf que colorant qui est utilisé, c'est la quinacrine et qui est le colorant qui permet d'avoir les bandes brillantes équivalents aux bandes sombres du benzène G. Alors, les bandes G et Q en couleur sombre, c'est ça, en couleur sombre, correspondent aux régions de l'hétérochromatine facultative qui est riche en base A et T, qui est pauvre en gènes,
qui condense précocement au cours du cycle cellulaire et qui est de réplication tardive en phase S. Les bondes R reverse, comme je vous viens d'expliquer, et qui correspondent aux bondes, voilà, ici, R, qui sont sombres, mais qui correspondent aux bondes claires de binding G. Donc ici, ces bondes qui sont dues à la dénaturation thermique ménagère plus coloration par Ginza et non, c'est thermique ménage Ginza et qui est colorée par quinacrine, image en miroir. Donc ici, ces bandes brillantes correspondent à l'ochromatine, à des régions riches en gènes, vous voyez, c'est inverse, régions riches en GC, pas AT, et qui condensent tardivement au cours du cycle cellulaire et qui sont à réplication précoce. Donc les bondes C traitées par barium et Ginza montrent l'hétérochromatine constitutive et des régions non codantes qui correspondent aux centromères et des régions juxtacentromériques. Aussi les constructions secondaires, toujours l'hétérochromatine constitutive, et des bras longs du chromosome Y qui est composé généralement ou bien majoritairement de l'hétérochromatine constitutive. Les bonds T colorent des télomères. Voilà, donc ici vous pouvez voir la métaphase colorée au Ginza et ici la métaphase colorée au quinacrine qui est révélée en région X. Voilà. Bon, ici, coloration, ici c'est la coloration R qui est coloration image en miroir ou bien reverse à celle de G. Et ça, c'est la coloration C qui correspond à la coloration de l'hétérochromatine constitutive qui correspond aux régions centromériques et certaines voilà, centromères et les régions des constructions secondaires des acrocentriques. Alors, donc, la coloration standard classique nous permet de déterminer, ça j'ai déjà dit ça, donc je répète, des anomalies chromosomiques de nombre et de structure, et bien sûr, permet de dénombrer des chromosomes. Par contre, la coloration en bond ou bien binding nous permet de distinguer les anomalies de structure de petite taille. Par exemple, telles que les inversions, les translocations, etc. Mais en cas de remaniement plus ou moins complexe, c'est toujours difficile, donc on ne peut pas avoir préciser l'origine chromosomique de certains segments remaniés. Voilà. Donc, cytogénétique moléculaire. Donc, aujourd'hui, on utilise beaucoup la méthode appelée FISH ou bien Fluorescence in Situ Hybridization. Donc ici, on utilise la méthode des sondes en fluorescence pour peindre des chromosomes entiers ou bien certaines régions chromosomiques. Là, si vous vous rappelez, on a parlé, il y avait une séance, j'ai un peu expliqué ça, les techniques de binding, et j'ai parlé de cette méthode FISH. D'accord? Alors, par exemple, Whole Chromosome Painting, WCP technique, qui permet de colorer les chromosomes. Chaque chromosome a sa couleur. Voilà, vous pouvez bien voir. Donc, car il s'agit des sondes qui définissent une région spécifique spécifique du chromosome et cette sonde s'hybride avec cette région qui a la fluorescence, molécule fluorescente de couleur définie. Pour cela, on peut voir que tous les chromosomes ne sont pas des couleurs différentes. Voilà. Alors, on peut peindre aussi
un locus ou bien plusieurs loci, comme des régions télomériques et centromériques. Donc, on peut effectuer la peinture totale, une paire de chromosomes, comme ici, ou bien partielle, un certain chromosome, un certain segment chromosomique, un bras ou bien une seule bande. Et on peut utiliser des différents fluorochromes, comme je viens d'expliquer, des chromosomes, des molécules de fluorochromes différentes qui permet de faire apparaître, de révéler des couleurs différentes. Voilà, ici vous pouvez, par exemple, c'est la comment dire, peinture spécifique totale concernant un chromosome qui permet de colorer, de révéler un chromosome entier. Voilà. Donc ici, il s'agit d'une somme complémentaire d'une région, c'est-à-dire partielle, par exemple centromérique. Donc on peut révéler les centromères. Voilà, par exemple. Et voilà, vous pouvez voir ici, par exemple, ce type si une seule région qui est révélée, on peut voir cette petite microdélétion qui est présente sur comment dire, euh, l'un des chromosomes homologues et qui est voilà, sous forme de microdélétion sur l'autre. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont les avantages des méthodes moléculaires, des méthodes de fiches? Premièrement, ça nous permet de diagnostiquer avec la précision. C'est une méthode assez simple. Absence de danger car on n'utilise que des marqueurs froids, on les appelle, c'est-à-dire les molécules de fluorochrome. C'est rapidité, donc c'est une technique assez rapide, sans sensibilité et qui permet d'identifier des chromosomes, identifier de certains marqueurs et de distinguer certains remaniements structuraux inter- et intrachromosomiques, ainsi que faire la cartographie du génome, c'est-à-dire localiser précisément sur les chromosomes car il s'agit in situ hybridization. Donc, on peut préciser directement sur le chromosome ou sur locus. Voilà. Bon, donc je crois on va arrêter ici et on va parler la séance prochaine des anomalies du karyotype. Voilà, parce que ça c'est long. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous avez des questions, pas de questions, sinon je vous dis au revoir à la prochaine semaine. Voilà. Merci, madame. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée.